Quand on lit tes articles sur Roubaix et par certains aspects dans ton livre Bâillonner les quartiers, on pourrait facilement avoir tendance à tirer des liens entre tes espaces de recherche et des expériences de rénovation urbaine et de mobilisation qui ont pu se passer à Douarnenez. Mhm. Pour clarifier un petit peu ça, est-ce que tu pourrais d'abord nous dire qu'est-ce qui constitue un peu la spécificité de tes terrains de recherche et d'intervention, plutôt du coup les quartiers populaires par rapport à une ville comme Douarnenez? Alors moi, je connais pas bien Douarnenez, mais je vais essayer de tisser des liens et des ponts. Donc moi, je travaille sur les quartiers populaires, qui sont des espaces de concentration spatiale des catégories populaires et donc des gens les plus pauvres et les plus très précarisés de notre société. Et donc peut-être qu'un point commun avec un certain nombre de choses qui peuvent se passer à Douarnenez, c'est qu'au fond, il s'agit de quartiers, d'espaces où on retrouve des gens qui sont principalement des ouvriers, des employés, et aussi pas mal au chômage et dans des situations de précarité. C'est d'abord ça, les quartiers populaires, c'est des espaces où on a concentré des classes populaires. Après, peut-être qu'une différence quand même assez sensible entre Douarnenez et puis les quartiers sur lesquels j'ai travaillé, c'est que beaucoup des quartiers populaires en France, et on pense surtout à la banlieue parisienne, à la Seine-Saint-Denis au 93, mais c'est aussi vrai en banlieue de Lyon, de Marseille, de Lille et à Roubaix par exemple, là où je conduis beaucoup de mes enquêtes. Les quartiers populaires, c'est aussi des espaces de concentration de l'immigration et des descendants de l'immigration et donc de populations qui sont racisés et donc beaucoup de choses que vivent les habitants des quartiers, notamment l'expérience du racisme et de discrimination, il est beaucoup plus saillant peut-être que dans d'autres espaces quoi. Et donc c'est beaucoup ces deux questions-là, la question sociale et la question raciale, qui concentrent l'attention des quartiers populaires. D'accord. Je pense qu'on pourra revenir au fur et à mesure de l'entretien sur des points de jonction et des points de différence par rapport à cette structure sociale et raciale entre Douarnenez et les quartiers populaires. Mais d'abord, je voulais un petit peu revenir sur la façon dont tu te situes en tant que chercheur et peut-être militant. Tu annonces dans ton introduction de Bâillonner les quartiers, je crois, que tu ne souhaites pas te substituer aux premiers concernés, mais te positionner en allié. Alors entre Mhm. chercheurs, alliés, scientifiques, militants, est-ce que tu pourrais nous situer où tu te places un petit peu dans tout ça, dans ton travail de recherche, d'écriture et d'intervention? Mhm. Alors, ce qui est clair, c'est que ce livre-là, Bâillonner les quartiers, pour moi, c'est un livre politique, d'intervention, qui vise à dénoncer un certain nombre de pratiques, notamment institutionnelles, qui visent à mettre sous l'éteignoir des mobilisations sociales qui émanent des quartiers. Donc, c'est un bouquin politique où je me sers de mes propres recherches, mais aussi de recherches qui ont pu être conduites par d'autres dans d'autres quartiers, euh, euh, pour analyser une situation et donner des armes à ceux qui luttent. Et donc, il ne s'agit pas de dire que je vais me substituer à ceux qui sont en première ligne, d'une certaine façon, que sont les militants, les assos, les organisations qui luttent dans les quartiers populaires, mais que peut-être la meilleure connaissance des mécanismes qui visent à les réduire au silence, une façon de mieux lutter. Moi, c'est un peu le point de départ de ma démarche de recherche, c'est que les sciences sociales peuvent contribuer, pas toutes seules, mais elles peuvent contribuer au changement social, à armer les mobilisations et la critique, et que la connaissance, le savoir de ce point de vue-là, c'est un élément important. Après, quand on part de ce postulat-là, ça implique aussi d'avoir une posture de recherche qui soit pas trop surplombante, et essayer d'être à côté des gens plutôt qu'au-dessus, de sortir de la tour d'ivoire. Et donc, moi, c'est passé à la fois par ce qu'on appelle en sociologie l'observation participante, mais aussi parfois des postures plus engagées auprès de collectifs d'habitants où je me range à leur côté et j'essaye tant bien que mal de les aider, de leur apporter éventuellement mon expertise qui peut les nourrir dans leur combat. Après, ça se traduit soit par des publications comme ce livre Bâillonner les quartiers, qui est un bouquin plus militant, et puis par ailleurs des publications après de recherche plus scientifiques, après avec plein de notes de bas de page, etc. Ça n'empêche pas après de pouvoir s'adresser à différents publics.
D'accord. Et justement sur peut-être une question un petit peu subsidiaire à tout ça, c'est est-ce que on peut produire un travail de recherche, un travail scientifique et un travail universitaire quand on est situé, investi politiquement et qu'on a un regard, par exemple, de l'organisation sociale autour de la question du conflit et de l'émancipation. Je pose cette question parce que dans le cadre des projets de recherche-action, dont on parlera plus tard dans d'autres émissions sur Douarnenez, c'est des choses qui nous sont beaucoup reprochées de pas avoir une réelle neutralité scientifique parce que on aurait un regard qui serait de l'extérieur considéré comme trop politique pour rentrer dans les cadres d'une démarche universitaire. Alors moi je pense que l'embarquement, être investi et engagé, ça peut être un moyen de produire une meilleure connaissance et une analyse plus fine. Typiquement, dans mon cas, le fait d'être investi aussi aux côtés des collectifs militants, ça permet de voir des choses de l'intérieur qu'on ne verrait pas si on était un peu plus à distance, et puis de voir aussi éventuellement les rapports de pouvoir, les mécanismes de domination, et puis les difficultés stratégiques qui peuvent éventuellement se poser aux militants. Et je crois que la meilleure façon d'ailleurs de les aider, c'est pas forcément en tant que sociologue allié d'être dans la mansuétude, mais au contraire d'avoir des analyses critiques mais justes qui peuvent leur permettre de mieux avancer dans leur combat. Et pour ça, être à leur côté plutôt que un peu plus loin est utile. Après, ça pose quand même un certain nombre de difficultés, il faut le reconnaître aussi dans la démarche de recherche, dans le sens où quand moi, et on y viendra peut-être, mais à partir notamment d'une recherche que j'ai conduite à Roubaix, ça s'est quand même avéré assez flagrant. Quand moi je m'investis aux côtés d'un collectif d'habitants qui se mobilise autour d'un projet de rénovation urbaine et que je pointe les formes de répression issues des institutions et notamment de la municipalité de Roubaix dans ce cas-là, derrière c'est compliqué pour moi d'aller conduire par exemple des entretiens avec des élus de la ville, avec des techniciens, etc., puisque j'apparaîais un peu comme persona non grata et voilà, justement, ils me considèrent comme trop militant, trop peu objectif, quand bien même un certain nombre d'éléments que j'avance sont parfaitement sourcés et démontrés. Donc la difficulté, c'est qu'à un moment, on risque de se griller des terrains d'une certaine façon et de plus réussir à parler à tout le monde. Et donc, voilà, c'est peut-être ça la difficulté de l'embarquement, c'est ça permet de voir certaines choses, mais à côté, il y a peut-être d'autres trucs qu'on aura plus de mal à regarder. D'accord, oui, ça peut-être faut accepter que ça ferme quelques portes Mhm. pour peut-être une situation privilégiée d'observation et de position d'allié, quoi. Mais on va y revenir un petit peu plus précisément dans la suite là, sur des questions un petit peu générales. On voulait, enfin dans tes articles et dans tes livres, tu abordes donc beaucoup la question de la répression des mobilisations dans les quartiers populaires Mhm. et tu cibles particulièrement un, euh, un cliché particulier de quartier populaire qui serait des déserts politiques. Et voilà, on voulait que peut-être tu reviennes un petit peu sur les formes historiques et actuelles de mobilisation dans les quartiers populaires. Et dans un deuxième temps, en partant de ce rappel un petit peu historique et actuel des mobilisations, que tu nous expliques un peu ce que tu inclus dans ta définition de répression. Ok. Alors effectivement, c'est un truc qui revient énormément, l'idée que les quartiers populaires seraient des déserts politiques, notamment parce qu'ils ont des taux d'abstention extrêmement élevés à toutes les élections, et ça c'est très clair. Pour le coup, moi à Roubaix, donc qui est un de mes terrains d'enquête, là par exemple aux dernières élections municipales, alors on ne sait pas si elles seront validées ou pas, mais il y a eu près de 80% d'abstention au niveau de la ville, et assez régulièrement on oscille entre 60 et 80% d'abstention, et c'est vrai également dans beaucoup de villes de Seine-Saint-Denis par exemple, et dans plein de quartiers. C'est une réalité, ça, mais il y a des raisons politiques à cela, et je pense qu'il y a aussi un sens politique à l'abstention. Mais au-delà de ça, quand on dit que les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, c'est de rappeler qu'il y a toujours eu dans ces quartiers, dans tous les quartiers, des militants, des organisations, des associations qui se mobilisent pour défendre les intérêts de leurs habitants, que ce soit sur les questions de rénovation urbaine, d'accès à l'éducation, sur la santé, sur la lutte contre les discriminations, sur tout un tas de sujets, des gens qui s'organisent collectivement pour défendre ses intérêts. Après, moi, ce que j'essaye de faire dans mon livre Bâillonner les quartiers, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, quand bien même il est important de visibiliser
ces luttes-là, il est important de rappeler qu'elles existent, reconnaître que quand même elles sont faibles. Le renouvellement militant, il est difficile, que les orgas et les associations comptent pas des centaines de membres, et donc plutôt que de dire qu'il ne se passe rien, c'est essayer de comprendre les difficultés de la mobilisation, comprendre pourquoi elles ne sont pas plus fortes et pourquoi elles ne l'emportent pas plus souvent. Alors si on veut revenir ensuite sur l'histoire un peu de ces mobilisations, on peut considérer que cette histoire-là, elle commence à la fin des années 70, au début des années 80, quand se constitue un peu ce qu'on appelle les quartiers populaires, avec l'émergence justement d'organisations plus ou moins autonomes issues de ces quartiers, qui vont notamment converger au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Ce qui est important à ce moment-là, et c'est quelque chose qui traverse en fait cette histoire-là, c'est une forme d'autonomisation qui n'est jamais complètement achevée, mais d'autonomisation des luttes des quartiers populaires à l'égard des partis politiques et des syndicats et des formes traditionnelles d'organisation des classes populaires qui commencent à décliner à ce moment-là. Au fond, autonomisation à l'égard de la gauche, parce que les partis de gauche, le PS, le PC, l'extrême gauche, etc., ne semblent plus ou pas en mesure de prendre en charge, de défendre les intérêts de ces populations-là, et donc les gens vont s'organiser pour le faire eux-mêmes. Et donc voilà, la marche de 83 va être d'une certaine façon une grande victoire symbolique d'affirmation dans l'espace public de cette génération, et notamment de ces Français issus de l'immigration qu'on avait tendance à invisibiliser, puis qui étaient quand même déjà à l'époque victimes de crimes racistes très très importants. Bon, après c'est une histoire compliquée, celle de la marche de 83, puisque c'est aussi l'histoire d'une récupération d'une certaine façon par le Parti socialiste, déjà une forme de mise sous l'été noir, avec notamment l'émergence de SOS Racisme. Suite à cette suite un peu compliquée de la marche de 83, il y a d'autres mouvements qui vont émerger. Un des acteurs importants de cette histoire, c'est le mouvement Immigration Banlieue, le MIB, qui émerge notamment à partir des luttes contre la double peine et en soutien aux sans-papiers, mais qui va devenir par la suite un acteur important de fédération des luttes des quartiers populaires, à distance, mais quand même en lien avec la gauche, puisque le MIB participe, par exemple, au Forum social européen, grand temps fort du mouvement altermondialiste en 2003 à Paris. Il va participer aussi au Rassemblement pour les 30 ans du Larzac. Donc on voit bien qu'il y a un rapport un peu compliqué avec la gauche, le besoin de s'en autonomiser, et en même temps de se dire que dans la mesure où c'est des luttes qui sont progressistes et qui visent l'égalité, les organisations de gauche traditionnelles peuvent être des alliés. Donc voilà, le MIB qui va aussi subir, et je le documente pas mal dans mon bouquin, pas mal de formes de répression, et qui va de ce fait pas mal décliner. Et puis si on veut évoquer un troisième temps, émerge à partir des années 2003, 2004 et 2005, avant même les révoltes de 2005, une nouvelle génération militante qui est très investie sur les questions de lutte contre les discriminations et contre le racisme, qui vont se mobiliser autour de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles religieux à l'école, qui vont se mobiliser aussi autour des révoltes de 2005 pour essayer d'en donner une traduction politique. Donc il y a quand même une nouvelle génération qui émerge. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de désert politique. Néanmoins, toute la difficulté de cette nouvelle génération et de cette séquence-là va être de dépasser des formes de division et de fragmentation entre une myriade de groupes qui existent soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle des quartiers. Et un des éléments qui est compliqué dans cette histoire du militantisme des quartiers populaires, c'est justement cette très forte fragmentation, toutes les initiatives successives qui visaient justement à créer des formes de fédération, de coordination nationale des quartiers populaires, ont pour partie échoué. Il y a une histoire assez intéressante qui est celle du Forum social des quartiers populaires, justement, qui émerge à la fin des années 2000 et qui ne va pas réussir, en fait, à fédérer toutes ces initiatives. Et cette fragmentation, qui a plein de raisons, explique aussi cette faiblesse que j'évoquais et les difficultés de faire entendre la voix des quartiers populaires dans l'espace public. D'accord. Et du coup, la deuxième partie, c'était à travers
cette histoire et cette actualité de l'organisation des quartiers populaires. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le cadre de ce qu'est la répression de ces mobilisations-là et les différentes formes qu'elle peut prendre? Mhm. Alors effectivement, donc moi ce que j'essaie de faire dans ce livre, bâillonner les quartiers, c'est essayer de comprendre toutes les entraves qui sont placées sur le chemin de celles et ceux qui essayent de défendre les intérêts des quartiers populaires, en se disant que c'est un des facteurs, tous ces éléments externes, qui viennent expliquer cette faiblesse, cette fragmentation que j'évoquais. À ce titre, on parle beaucoup, et à juste titre, de répression depuis quelques années. On en parle à la fois par les violences policières que subissent les habitants des quartiers populaires. Je rappelle que depuis une quarantaine d'années, il y a Bastamag qui fait un travail un peu de recensement, mais depuis une quarantaine d'années, il y a une personne, souvent un homme plutôt jeune et racisé, qui meurt sous les coups de la police dans les quartiers populaires. Et donc il y a cette forme de violence policière qui est quand même très forte, dont on est en train de prendre davantage conscience aujourd'hui dans la société française, mais qui est un élément quand même qui est important. Il y a également, depuis quelques années, une sensibilité plus forte des milieux militants, ou en tout cas une visibilité plus forte de la question de la répression des luttes. C'était particulièrement vrai au moment des mouvements de la loi travail en 2015-2016, et aujourd'hui on le voit encore très fortement suite à la répression du mouvement des Gilets jaunes et encore des mouvements contre la réforme des retraites, où la répression étatique a été très violente et a fait des milliers de blessés, des gens qui ont pris de la prison ferme également, de centaines de Gilets jaunes, et donc il y a une attention collective à la question de la répression. Néanmoins, moi, mon argument, ce que j'essaie de défendre dans le bouquin, c'est de dire qu'on a intérêt à avoir une appréhension plus large de ce qu'on entend par répression. La répression, ce n'est pas que la matraque et le LBD, ce n'est que la phase, d'une certaine façon, la plus visible des entraves institutionnelles et étatiques aux mobilisations collectives et aux luttes. Et que il y a peut-être intérêt à regarder le continuum qui va de la matraque et de LBD jusqu'à la coupe de subventions ou les difficultés à accéder à des locaux et des salles pour se réunir. Alors ça peut paraître tout à fait dérisoire, et il ne s'agit pas de placer sur un même niveau des choses qui ne sont pas du même ordre, et d'un côté il y a des vies qui sont en jeu et de l'autre des subventions associatives, c'est pas tout à fait la même chose, mais de considérer qu'au fond, il y a quand même une continuité de la part des pratiques institutionnelles dans une forme de mise sous les pieds noirs des capacités critiques des citoyens, tout particulièrement quand ils émanent des quartiers populaires. Et donc, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de documenter et d'offrir une sorte de typologie des formes de répression institutionnelle des contre-pouvoirs citoyens qui vont de la police et la justice jusqu'à des formes de répression matérielle, coupe de subventions, difficulté à accéder à des locaux, formes de répression symbolique aussi, où on va s'attaquer à la réputation des militants, ce que j'appelle la disqualification. Donc voilà, donc c'est toutes ces formes de répression-là qui permettent de comprendre les difficultés de l'auto-organisation. Oui, peut-être qu'on reviendra un petit peu sur l'illustration de cette répression-là à travers l'exemple. Justement, dans beaucoup de tes travaux de recherche, dans certains articles, dans Métropolitique ou des livres, tu parles d'un projet de rénovation urbaine à Roubaix, au quartier du Pile, un projet qui est assez récent. Et ça nous semblait un terrain qui était assez éclairant sur la mécanique projet de rénovation urbaine, mobilisation, répression. Et on avait envie peut-être que tu nous présentes un petit peu le quartier en question, le projet de rénovation urbaine et la mobilisation qui en a émergé. Mmh. Alors effectivement, moi c'est à partir de cette recherche-là dans le quartier du Pile à Roubaix autour d'un projet de rénovation urbaine que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de répression sur lesquelles je travaillais pas directement auparavant, et au regard des formes de répression institutionnelle subies par la mobilisation de ce qui va s'appeler une table de quartier, que je me suis intéressé à tout ça. Alors au départ de l'histoire, il y a un projet de rénovation urbaine assez classique,
où on est donc dans un quartier, le Pied, qui est un quartier qui est très pauvre, où il y a par exemple 55% de taux de chômage officiel, qui est probablement d'ailleurs plus élevé en réalité, un nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qui est très fort. C'est pas forcément l'image du quartier populaire qu'on a avec des bars et des tours, parce que c'est beaucoup en fait dans ce quartier-là un habitat ouvrier traditionnel du Nord avec des petites maisons en briques, des courets, voilà, mais qui sont à bien égard insalubres et très vieillissantes, et donc les pouvoirs publics veulent raser une bonne partie de ces maisons pour construire du neuf, ce qui induirait le départ des habitants historiques du quartier loin de là. Et donc l'enjeu pour les pouvoirs publics, c'est aussi de faire venir une autre population. Il y a une volonté de développer la mixité sociale, de dédensifier le quartier, donc des termes qui reviennent très souvent dans de nombreux projets de rénovation urbaine. Et donc dans le quartier, on a beaucoup aussi c'est aussi une spécificité de propriétaires pauvres qui n'ont bien souvent que leur maison pour seul patrimoine, et il y a pas mal de personnes âgées aussi, et donc c'est un peu le fruit de leur labeur qui est incarné dans leur maison, et qui du coup vont se retrouver hyper inquiets au moment où commence à émerger cette idée de projet de rénovation urbaine sur le quartier. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, s'ils vont devoir ou pas quitter le quartier, si leur maison va être achetée, à quel prix, est-ce que les prix qui sont proposés leur permettront véritablement de se reloger ailleurs. Et puis globalement, en fait, même si c'est des quartiers qui peuvent être stigmatisés, en fait, les gens n'ont pas forcément envie de le quitter, et ça, on n'a pas toujours conscience. Mais bien souvent dans les projets de rénovation urbaine, on pense que les gens veulent quitter des quartiers qui sont présentés comme des ghettos, etc. Mais souvent les habitants, pas tous, mais une partie d'entre eux en tout cas, la résidence à long terme dans ces quartiers-là leur constitue une forme de filet de sécurité par des relations sociales, de solidarité qu'ils ont réussi à tisser avec leurs voisins, avec les commerçants du coin, avec les services publics locaux, etc. Et d'une certaine façon, rénover le quartier et les faire partir, c'est briser ce filet de sécurité-là, et encore plus les précariser. Et d'ailleurs, il y a des études de sociologie urbaine qui montrent bien que un des effets des projets de rénovation urbaine, c'est souvent la précarisation encore plus forte des plus précaires, et que le prix de la mixité sociale, la mixité sociale se fait sur le dos en fait des plus précaires et des plus pauvres, au profit de franges un peu mieux loties des classes populaires ou des petites classes moyennes. Et donc dans ce contexte-là, les gens sont hyper inquiets, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, et donc ils vont commencer à s'organiser. Et là, il y a quand même le rôle d'associations qui travaillent sur le quartier depuis longtemps, notamment une association de jeunes, il y aura un peu le centre social au début, une radio, un club de prévention, voilà, des acteurs un peu intermédiaires du quartier qui étaient au départ assez divisés, fragmentés, mais qui vont se réunir dans une table de quartier, en fait, qui est une expérimentation qui est lancée au niveau national par la coordination Passons-nous, qui est une fédération nationale d'associations des quartiers populaires, créée en 2014 suite au rapport Baquet-Meshmach, qui était un rapport commandité par le ministre de la Ville de l'époque, qui préconisait un certain nombre de transformations dans la politique de la ville. Bref, le rapport avait fait un certain nombre de propositions qui n'avaient pas vraiment été entendues par le ministère et les députés, mais avait au moins débouché sur la constitution de cette fédération d'associations qui proposait notamment de dépasser la fragmentation et les divisions qui traversent souvent les associations des quartiers populaires, de les réunir en des tables de quartier. Et Angers a été voilà, un des sites où l'expérience s'est lancée. Et en fait, cette idée de créer des tables de quartier va trouver un écho dans l'inquiétude des habitants, et la table de quartier va devenir un peu la caisse de résonance de l'inquiétude des habitants, et va permettre de convertir un peu cette inquiétude et cette colère en actions collectives revendicatives, avec notamment la demande de rester sur place pour ceux de rester sur le quartier pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, et ça va se traduire notamment par à la fois un gros travail quand même de construction d'informations. Les militants les plus mobilisés vont faire un travail en porte-à-porte pour recueillir justement les souhaits des habitants. Est-ce que vous voulez rester dans le quartier? Est-ce que vous voulez le quitter? Où est-ce que vous voudriez aller? Etc. Et puis beaucoup de réunions en fait où il y a beaucoup de monde.
Et c'est ça qui a été assez surprenant, c'est que très vite, en fait, il y a des centaines de personnes qui se réunissent autour de ce projet de rénovation urbaine. Et c'est ça qui a fait aussi quand même la beauté de cette expérience-là, moi que j'ai pu suivre de part en part. C'est alors que j'ai beaucoup travaillé sur la démocratie participative et qu'en général il y a quand même pas grand monde, c'est un peu le syndrome de la salle vide. Ben là, enfin, ceux qu'on présente comme apathiques, abstentionnistes, etc., ils participent, ils s'investissent pour la vie de leur quartier, la vie de la cité, et pourtant on va leur mettre des bâtons dans les roues. Oui, ben justement, en termes des bâtons dans les roues un petit peu concrets qui sont mis en place, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Enfin, tu parles dans ton article du local et des activités du local et de Ouais. réunions qui étaient plus possibles et de tout ce que ça veut dire comme enjeu d'organisation et puis de quelques autres exemples. Alors effectivement, il y a plusieurs formes d'entrave institutionnelle qui vont être mises en place. La première, c'est l'expulsion du local qu'occupaient les associations de quartier. Au départ, elle était accueillie à la maison du projet, qui était située au centre du quartier. Alors la maison du projet, c'est quoi? C'est des espaces qui ont été généralisés en fait suite à la dernière loi sur la politique de la ville en 2014, qui sont censés être des espaces justement dédiés à la concertation avec les habitants autour des projets de rénovation urbaine. Et donc là, il y avait une sorte de paradoxe absolu où au moment où un projet de rénovation urbaine s'enclenche sur le quartier, eh ben, on expulse les associations qui visait précisément à faire remonter la parole des habitants autour de ce projet-là. Et ça va avoir un effet quand même démobilisateur assez fort, puisque via la présence de ce local au cœur du quartier, ça permettait notamment aux assos de faire un travail très simple d'accueil individualisé des habitants, de suivi des dossiers de relogement, de rachat éventuellement des maisons, et de tisser des liens personnels et de proximité avec les habitants qui constituent un peu le substrat de la mobilisation. Alors du coup, les assos en fait et la table de quartier va se réfugier d'une certaine façon et tenir ces réunions à partir de ce moment-là dans une église du quartier, mais ça s'avère un espace qui est quand même beaucoup moins propice à la mobilisation collective. Ils peuvent plus faire ce suivi individualisé des dossiers, ils peuvent juste venir 2 heures le soir, une fois par semaine, et puis tout le monde n'a pas forcément envie de rentrer dans une église, etc. C'est moins central dans le quartier, donc ça va contribuer à la démobilisation du quartier. Donc ça c'est la première forme, hein, par l'accès aux locaux. Après ça va prendre d'autres formes, peut-être un peu plus dures. On va s'en prendre à la réputation des militants, notamment au conseil municipal. Il y a plusieurs élus qui attaquent certains des militants les plus investis. Alors, on reproche à certains de ne pas être issus du quartier et donc de ne pas être légitimes à intervenir sur ce projet de rénovation urbaine. On reproche à d'autres de manipuler les habitants à des fins politiciennes. Au fond, à Roubaix, on est dans une municipalité de droite et il est vrai que certains militants associatifs étaient pour certains engagés et encartés dans des partis politiques de gauche, et donc ça va servir à la municipalité pour dire au fond ce qui vous intéresse, c'est pas le sort de ces habitants au projet de rénovation urbaine, mais de nous affaiblir politiquement. Donc on va s'attaquer comme ça à la pureté des intentions de ces militants. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça va susciter d'ailleurs une réaction de la part des habitants un peu de base qui se sont mobilisés dans le cadre de la table de quartier et pour qui, pour beaucoup, c'était une première expérience d'engagement, qui n'avaient jamais connu aucun engagement politique, associatif, rien, et qui vont se sentir un peu insultés par ces attaques-là. Au fond, si on leur dit vous vous faites manipuler par des militants politiques, ils voyaient ça comme une forme de mépris de la part des institutions, considérant que les habitants ne pourraient être menés que par le bout de leur nez, puisque ils seraient trop bêtes d'une façon pour décerner les véritables intérêts et stratégies des uns et des autres. Et donc ils ont aussi répondu à la municipalité face à ces attaques symboliques-là, mais ça a quand même des effets, puisque ça a contribué à ce que certains militants qui étaient peut-être les plus expérimentés au sein de la table de quartier prennent un peu leur distance avec la mobilisation, en se disant que leur image et les attaques qu'ils avaient subies par la ville pourraient nuire à la mobilisation collective. Or, il faut quand même
à un moment des leaders, des gens qui vont un peu entretenir et entraîner la dynamique collective. Et s'ils sont plus là, c'est quand même plus compliqué. Et dernier point dans ces formes de répression, et tout ça, ça va s'accumuler dans le temps, c'est des coûts de subventions assez fortes de la part de la municipalité vis-à-vis des associations qui étaient les plus investies dans la table de quartier, donc notamment l'association de jeunes et l'association d'éducation populaire, qui vont perdre des subventions d'un montant important, si bien que ça va se traduire par le licenciement de plusieurs salariés associatifs qui jouaient un rôle essentiel dans le travail de mobilisation des habitants du quartier, et puis dans ce suivi aussi un peu individualisé des dossiers de relogement. Et donc ça va achever au fond la démobilisation de la table de quartier, on manque à ce moment-là de salariés pour faire ce travail qui aurait permis voilà, de maintenir la dynamique dans le temps. Et donc tout ça a fini par fonctionner de la même façon, puisque la table de quartier s'est progressivement démobilisée et a fini par disparaître. Alors justement, tu citais dans ton dernier point la question de la dépendance des acteurs associatifs vis-à-vis des municipalités. C'est peut-être une situation qui est un peu propre aux municipalités françaises. Et j'aurais bien aimé que tu reviennes un petit peu sur cette dépendance et les liens étroits dans la gestion des politiques de la ville, surtout dans certains quartiers populaires, entre la municipalité et les associations. Alors effectivement, c'est un des points que je mets beaucoup en avant dans le bouquin, c'est une forme de dépendance financière et donc de répression financière qui peuvent être induites, et puis le clientélisme. C'est-à-dire qu'une des façons pour les pouvoirs publics de contrôler les acteurs associatifs et les contre-pouvoirs sur leur territoire, c'est par ces attributions de financement, soit en soutenant des acteurs de telle façon à ce que des gens qui sont financés vont mettre un peu sous l'éteignoir leurs propres critiques avec égard du pouvoir, de peur de perdre leur sub. Donc ça, c'est des pratiques clientélistes très classiques, et ça peut s'entendre d'une certaine façon. Et moi, je fais beaucoup d'entretiens avec des gens qui me disent qu'effectivement, il y a une sorte que le fonctionnement par la subvention publique crée une sorte d'épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête des acteurs associatifs qui contribuent à une forme de dépolitisation, en tout cas ne les incite pas à se mobiliser, à s'engager, à émettre des critiques. Et puis le pendant de ce truc-là, c'est que s'il y en a qui quand même s'investissent et vont se mobiliser et mettre des critiques à l'égard des pouvoirs publics, là on peut toujours leur couper leur sub et les affaiblir. Et ça c'est effectivement très efficace, que je l'ai évoqué avec le cas de Roubaix. Ça pose la question du financement public de la vie associative et des contre-pouvoirs. En France, on est effectivement sur un modèle, tout particulièrement depuis l'émergence de la politique de la ville dans les années 80, où le financeur principal des associations, ce sont les municipalités. Alors, il y a aussi les régions qui interviennent et l'État aussi d'une certaine façon, mais l'acteur central dans cette histoire, c'est quand même le maire et les élus qui déterminent de façon assez libre et arbitraire à qui ils vont distribuer des ressources publiques. Alors d'ailleurs, ça pose une question, c'est au fond à quelles conditions les modalités de financement déterminent l'autonomie politique. Est-ce que l'autonomie politique suppose une autonomie financière absolue? Est-ce que pour être autonome politiquement, ça suppose de refuser tout financement total public et d'accepter de fonctionner par bénévolat uniquement? Alors ça peut être une des conditions d'autonomie, mais ça conduit à une forme quand même de précarité du travail militant. Typiquement, j'évoquais tout à l'heure avec l'histoire de la table de quartier du Pile, le travail qui a été fait de mobilisation en porte-à-porte, etc., de suivi individualisé des dossiers, ce travail-là n'aurait pas été possible sans des salariés qui y consacraient une partie de leur temps de travail pendant la semaine, 2 heures par semaine de façon bénévole, ça aurait pas été possible. Alors une option pour assurer l'autonomie politique, ça peut être, et un certain nombre d'acteurs se tournent vers ça, de se tourner vers des fondations privées qui vont soutenir certaines mobilisations, etc. Ça pose, je crois, d'autres questions. Moi, ce que j'essaie de défendre dans le livre, et je ne suis pas le seul, c'est l'idée que le financement public ne suppose pas forcément la dépendance, ne suppose pas forcément la mise sous l'éteignoir de la critique. Au fond, le problème du financement du militantisme et de la vie associative dans les quartiers populaires n'est pas tant qu'il y a un financement public, mais que ce financement public soit décidé essentiellement
par les maires, qui se retrouvent de fait dans une situation de juge et partie. Et en ce sens, la proposition qui était faite déjà dans le rapport Baquet-Meshmach en 2013 sur la réforme de la politique de la ville, où il proposait la création d'un fonds d'interpellation citoyenne, me semble une idée quand même assez vertueuse. Alors, il s'inspirait d'un truc qui existe notamment au Québec, une sorte de fondation publique du contre-pouvoir. Et donc de dire que le financement public de la vie associative, des contre-pouvoirs, etc., ne doit pas relever seulement des élus de la majorité du maire, mais doit être le fruit d'une délibération collective où on aurait des représentants de la majorité, de l'opposition, éventuellement des fonctionnaires, des citoyens tirés au sort, pourquoi pas, des représentants du monde associatif, des sortes de commissions mixtes qui permettent de sortir un peu de cet arbitraire municipal où le maire fait un peu la pluie et le beau temps et peut du coup entretenir des relations clientélistes. D'accord. Et du coup, sur le quartier du Pile, tu parles de la façon dont les acteurs se sont organisés, à la fois les acteurs associatifs, mais aussi plus largement beaucoup d'habitants et d'habitantes qui eux étaient peut-être pas dans une relation de dépendance vis-à-vis de la mairie. Ou qui n'avaient pas ces relations-là. Et justement, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu pour préciser un petit peu le rôle de ces différents groupes et ce qui semble être dans la mobilisation du quartier du Pile une certaine réussite d'une mobilisation qui a ni été directement une mobilisation, ou enfin en tout cas une participation complètement descendante pilotée par la mairie, ni captée par les élites associatives, ce qui est souvent un risque aussi dans le cadre de mobilisation ou de participation citoyenne. Voilà, un petit peu revenir comment ça s'est passé à Roubaix et s'ils ont réussi à dépasser ces deux impasses-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que la création de la table de quartier au Pile à Roubaix, elle ne prend sens que par l'existence d'une colère partagée, d'un sentiment d'injustice qui nécessitait une forme d'organisation collective. C'est pas comme les conseils citoyens ou les conseils de quartier où de façon descendante on institue des espaces de concertation. Là, ce qui était premier, c'était la colère et l'inquiétude des habitants du quartier, et la table de quartier n'a été que le moyen de l'organiser collectivement. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement auto-organisé. Après, moi, mon regard de sociologue m'invite quand même à regarder les rapports de pouvoir éventuellement qui traversent ces collectifs-là, et tout le monde n'était pas, c'est très clair, investi au même degré. On trouvait plusieurs cercles au fond de participants, avec en première ligne les salariés associatifs et les militants professionnels d'une certaine façon, dont une bonne partie était quand même des habitants eux aussi du quartier. Et après, on avait les habitants les plus investis qui étaient directement impactés par le projet de rénovation urbaine, qui eux participaient souvent, mais de façon moins centrale et moins quotidienne que les salariés associatifs. Alors, qu'est-ce qui fait néanmoins que les salariés n'ont pas réussi, ne sont pas retombés dans des formes de domination à pouvoir guider, orienter les habitants? Je pense que il y avait quand même une sorte de culture partagée de la participation, qui fait que là on avait quand même le sentiment de vivre un truc exceptionnel et que on ne voulait pas retomber sur des écueils déjà bien connus. Et puis il y avait aussi le sentiment que au fond, si les habitants n'étaient pas en première ligne, eh ben ils rentreraient chez eux en fait. Et donc la capacité de voter avec leur pied, faut dire ça comme ça, ça constitue un peu le garde-fou suprême de la démocratie interne dans les collectifs, quoi. C'est-à-dire que si les militants associatifs avaient voulu orienter le truc dans une direction plutôt que telle autre, les habitants ne se seraient probablement pas laissés faire. Et d'ailleurs, un certain nombre de décisions stratégiques ont été prises parfois contre l'avis de certains salariés associatifs qui auraient voulu peut-être aller plus loin à certains points. Toujours dans le quartier du Pile, tu as l'air de faire d'illustrer un basculement aussi dans le regard de la mairie sur la démarche de mobilisation et de participation, à partir du moment où
la participation est passée d'une participation autour d'un projet d'espace vert dans le quartier. Celui-là, c'était celui qui avait l'air d'avoir été plutôt décidé par la mairie, de participation à la création de cet espace vert, à aborder plus frontalement la question et les peurs en ce qui concerne le logement, le relogement et cette question de la mixité sociale, par l'arrivée de nouveaux habitants, ce qui voulait dire le départ de certains actuels. Alors effectivement, c'est un des trucs qui est intéressant aussi dans cette histoire à Roubaix, c'est que ça a été un peu la lutte entre plusieurs formes de démocratie participative ou de concertation, puisque la municipalité, elle, a avancé qu'elle avait fait une concertation exemplaire, qu'ils ont organisé plus d'une trentaine de réunions de concertation autour de leur projet de rénovation urbaine. Néanmoins, ce qui est vrai, ils ont organisé un certain nombre d'espaces de discussion qui sont avérés quand même assez peu mobilisateurs pour les habitants, pour une raison principale, c'est que dans ces espaces de concertation officielle, on discutait de questions relativement secondaires. Il y a notamment cette idée de créer un parc, un espace vert sur le quartier, et en réunion, les habitants ne cessaient de répéter, et nous, on s'en fout de ce parc. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on va rester sur le quartier. On ne va pas commencer à se projeter sur la création d'un parc dans 5 ans, si on ne sait pas encore aujourd'hui si on va rester sur le quartier. Et là, très clairement, la municipalité, elle, n'avait pas prévu et ne voulait pas faire participer sur les éléments beaucoup plus structurants du projet, à savoir les enjeux de logement et les enjeux urbanistiques sur combien de maisons on détruit et on reconstruit, combien d'habitants actuels vont pouvoir rester sur place et quelle population va faire venir. Et donc, véritablement, il y a des enjeux et des décisions politiques à prendre. Là, les habitants n'avaient plus leur place. Et d'une certaine façon, la mobilisation de table de quartier a dévoilé ce faux semblant de la concertation municipale et a obligé quand même la mairie à bouger de ce point de vue-là, puisque un des résultats quand même de cette mobilisation de la table de quartier, qui n'a pas gagné sur tout, mais qui a quand même gagné sur certains aspects, ça a été que des gens qui auraient dû quitter le quartier ont pu rester s'ils le souhaitaient. Oui. Et c'est vrai que cet exemple moi j'invite tout le monde à lire les articles sur le site Métropolitique ou des articles que tu as écrits sur Contretemps ou dans la Revue des idées, je crois, sur toutes ces questions-là, pour aller un petit peu plus loin sur la question de Roubaix, que ce soit sur le quartier du Pile ou même dans une histoire plus large sur la question de l'Alma. On va renvoyer, on va pas l'aborder aujourd'hui, mais on renvoie les gens là-dedans. Et c'est vrai que tu cibles beaucoup à la fois les réussites et les limites de la participation à ces phases de concertation, alors que ce soit là dans le cadre de la table de quartier et de la démocratie participative. Tu parles aussi tu étudies aussi des exemples de participation à des budgets participatifs et à d'autres espaces de démocratie participative. Alors, malgré les limites que tu as l'air de donner à tout ça, du cadre imposé par l'État ou par les institutions, tu as l'air de voir quand même une ouverture et un apport à la fois individuellement et collectivement de l'investissement des habitants des quartiers populaires dans ces cadres-là. Et j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce que tu observes un peu comme potentialité positive de l'intervention dans ces cadres, malgré les limites du jeu un peu imposé par les institutions. Alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la démocratie participative au-delà même des quartiers populaires, sur des formes de budget participatif, de conseils de quartier, de jurys citoyens. J'en tire un bilan assez critique pour une raison centrale au moins, c'est que c'est rarement des espaces de partage du pouvoir. Et en même temps, moi je pense que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que l'inachèvement de nombre d'expériences de démocratie participative n'empêche pas qu'il faut démocratiser la démocratie. Et que la démocratisation de la démocratie passe aujourd'hui, à mon sens, par deux piliers, deux voies principales. D'un côté, permettre l'auto-organisation des citoyens par en bas, et c'est ce que j'évoquais à l'instant avec l'histoire de cette table de quartier, et donc réfléchir aux modalités de financement, les modalités d'accès à des locaux, et donc un peu sortir d'une culture de crainte des contre-pouvoirs qui est très forte en France. Ça, c'est le premier pilier de l'auto-organisation, mais en même temps, il faut des débouchés
institutionnelle et politique à ces formes d'auto-organisation. Et je pense que les réformes institutionnelles et la démocratie participative peuvent jouer un rôle de ce point de vue-là. Après, il n'y a pas de solution miracle à cet égard. Les budgets participatifs, comme ils ont été appliqués en France, et ils connaissent un certain succès, une certaine mode depuis quelques années, sont décevants parce que c'est souvent juste quelques pourcents du budget municipal d'investissement qui sont décidés dans ce cadre-là. Moi, je pense qu'il serait possible d'aller beaucoup plus loin et que des parts beaucoup plus substantielles du budget d'une ville ou d'une région soient décidées directement par des habitants via une série de réunions, etc., comme ça a pu se faire au Brésil, par exemple. Au-delà de ça, il y a quand même une revendication qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, c'est celle du RIC, qui était portée de façon centrale par les Gilets jaunes, et je crois que c'est quand même un élément qui est intéressant. C'est-à-dire que en général, la démocratie participative n'intéresse pas grand monde, et là, on a une demande sociale, qui est même un mouvement social issu des classes populaires très important, comme celui des Gilets jaunes, qui est une demande de souveraineté populaire via la démocratisation de la démocratie, via le RIC. Et bon, on pourrait discuter longuement des conditions de mise en œuvre d'un RIC qui soit véritablement démocratique et qui permettent d'éviter quand même certains écueils qui peuvent ressurgir. Mais moi, je crois que l'introduction de formes de démocratie directe, que ce soit au niveau local ou national, peut constituer un débouché aux mobilisations populaires et peut constituer un moyen de démocratiser et puis aussi de promouvoir la justice sociale. Pour finir là-dessus, moi j'ai beaucoup travaillé sur des mobilisations de classes populaires aux États-Unis, notamment en Californie, où ils ont, c'est pas forcément une tradition de démocratie directe très forte. La Californie est par exemple l'État après la Suisse qui a le plus fréquemment recours au référendum d'initiative populaire, et c'est souvent des espaces de débouchés des mobilisations collectives très fortes et qui se sont traduits, dans ce que j'ai pu observer, par des avancées sociales considérables. Et donc moi je crois vraiment qu'il faut jouer sur ces deux tableaux, d'un côté permettre et soutenir l'auto-organisation, et dans le même temps continuer à réfléchir aux transformations institutionnelles qui permettent de leur offrir des débouchés. Et justement, dans ces allers-retours entre l'auto-organisation et aussi des effets de levier et d'influence, même sur les partis ou les organisations politiques de gauche, c'est des logiques qui peuvent être souvent plutôt opposées d'un point de vue de certains militants de terrain urbain. Et toi, t'as l'air de plutôt les faire agir comme des palettes d'action. Est-ce que c'est quelque chose que... Alors après, moi je pense qu'il faut être stratège. C'est ce que font d'ailleurs les militants eux-mêmes. C'est-à-dire que moi je pense qu'il est tout à fait légitime et utile de boycotter des espaces de concertation qui sont des coquilles vides et où ne sont pas prises les réelles décisions. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Néanmoins, je pense que dans les plateformes revendicatives des mouvements sociaux, y compris des mouvements sociaux urbains, les questions démocratiques peuvent être importantes. Et d'ailleurs, c'est une des revendications qui est portée par une association comme Appui, qui vient en soutien aux collectifs d'habitants dans les quartiers populaires, et notamment autour des projets de rénovation urbaine, dont une de ces revendications, c'est la mise en œuvre de ces de RIC locaux autour des projets de rénovation urbaine, qui serait de dire, à chaque fois qu'on fait un projet de rénovation urbaine, il faut organiser un référendum local où on consulte la population sur ce qu'elle veut. Et donc, voilà, d'un côté, ne pas toujours jouer le jeu de l'institution quand ce jeu est vicié, mais en même temps demeurer ambitieux et exigeant face aux institutions et faire des propositions pour qu'elles se transforment. Et à ce titre, d'ailleurs, tous le mouvement auquel on a assisté ces derniers mois autour des listes citoyennes et participatives, dans lequel il faut peut-être trier entre le bon grain et l'ivraie, il y a un peu de tout, mais il y a là-dedans des revendications démocratiques et de transformation du fonctionnement institutionnel qui me semblent extrêmement intéressantes. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de mobilisation et de lutte, disons, territoriale, locale, de quartier et de ville. Alors que même on peut cibler les problèmes des habitants des quartiers populaires qui sont des problèmes qui dépassent largement les problèmes locaux, les problèmes de racisme structurel, de sexisme structurel, les rapports économiques capitalistes. Alors du coup, moi je me demandais un petit peu comment est-ce que on peut articuler cette attention portée aux luttes locales avec un projet d'émancipation plus large,
Est-ce que cette mobilisation citoyenne peut ouvrir voilà des horizons transformateurs plus larges? Est-ce que c'est forcément un objectif qu'on doit établir en prérequis à toute mobilisation d'ailleurs? Voilà. Alors c'est une question importante et c'est pas facile. D'un côté, moi je pense que ce qui fait la force des luttes, c'est leur ancrage local. C'est quelque chose qui est par exemple souvent rappelé par Assa Traoré autour du comité justice et vérité pour Adama, c'est que quand même eux, ils ont réussi autour des questions de violence policière à avoir une audience à l'échelle nationale. Ce qui fait la force de leur collectif, c'est qu'ils sont fortement enracinés à Beaumont-sur-Oise, là où ils sont issus. En même temps, effectivement, les problèmes des habitants des quartiers n'émanent pas d'abord du local et des quartiers. C'est des problèmes qui se jouent à un niveau de politique économique, sociale, culturelle, éducative, à l'échelle bien souvent nationale, voire européenne. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut aussi imaginer et envisager des formes d'alliance, de coalition à l'échelle nationale. J'évoquais au début justement ces tentatives souvent avortées de coordination nationale des quartiers populaires, et je crois que c'est quand même des expériences qui mériteraient d'être approfondies. C'est ce qu'essaye de faire par exemple la coordination nationale Passons Nous encore aujourd'hui, dans la mesure où c'est aussi ce type de structure nationale qui permet derrière de créer un rapport de force, y compris avec les ministères, l'État au niveau le plus central, et pour obtenir des victoires aussi à ce niveau-là. Après, c'est pas facile parce qu'il y a des stratégies qui peuvent être différentes. Par exemple, la coordination nationale Passons-nous, qui est sur un rapport, on peut dire, de coopération conflictuelle avec l'État, apparaît à certains collectifs militants issus des quartiers, justement, comme trop dans la coopération et pas assez critique et conflictuelle avec le pouvoir. Et donc, c'est ça qui crée souvent les divisions. Néanmoins, moi, je soulignerais quand même qu'en dépit souvent de la défiance que rencontre la notion de convergence des luttes. Depuis quelque temps, moi je le vois dans les collectifs militants, etc. Et à juste titre, parce que la convergence, sur quelle base et à quelles conditions, néanmoins il y a quand même des formes d'alliance, au moins sur des campagnes spécifiques en fait, sur des revendications précises qui peuvent permettre de faire bouger les lignes. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue politique ou en termes d'analyse globale du fonctionnement de la société, mais sur certaines revendications, moi, sur le désarmement de la police, sur la fin des contrôles aux faciès, sur les référendums dans les projets de rénovation urbaine, on devrait pouvoir construire des coalitions larges d'acteurs qui par ailleurs sont assez hétérogènes pour obtenir des victoires via la création d'un rapport de force qui soit plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Moi, c'est ça que j'ai pu voir aussi aux États-Unis, des gens qui étaient sur une culture politique assez différente, mais qui parvenaient, notamment sur les questions de violence policière, à s'allier de façon ponctuelle pour obtenir des victoires, avec un mot d'ordre qui répétait souvent, c'est l'unité n'est pas l'uniformité. Et donc, il est possible de façon temporaire de s'allier, et ça, on a quand même du mal à le faire encore aujourd'hui en France.